Bienvenue à Bordeaux et sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zéro. C'est une affaire bien étrange qui va nous intéresser aujourd'hui. En 3 ans, une trentaine de jeunes hommes, tous étudiants, ont été retrouvés noyés dans des fleuves de France après ce qu'on appelle des soirées arrosées entre amis. S'il y a eu des accidents, bien sûr, certaines affaires indiquent que ces noyades ne seraient pas toutes dues à un alcoolisme excessif de la part des jeunes. En 2011, une première série va hanter la ville de Lille avec 6 victimes. Puis, à Nantes, avec 2 noyés en 24 heures. Et ça reprend ici à Bordeaux en 2012, où en 10 mois, 6 jeunes, tous étudiants sans histoire, ont été engloutis par la Garonne. Un épais mystère recouvre ces disparitions qui, pour la plupart, restent inexpliquées. Et quand on tombe dans la Garonne, on se noie. 9 fois sur 10. Donc moi, tant qu'on ne m'a pas prouvé que c'est effectivement un accident, pourquoi c'en est un? Il apparaît clairement que ces jeunes, à un moment donné, au moment crucial, se sont retrouvés tout seuls. Depuis le 27 mars, le jour où nous avons retrouvé notre fils noyé dans la Garonne, nous avons une porte close. S'entendre dire, alors qu'on est dans le deuil, que celui qui est mort était un alcoolique et un drogué mal élevé, ça ressemble à quoi? C'est scandaleux de ne pas avoir accès à des résultats qui concernent notre enfant. C'est un ministère public qui s'inquiète de l'opinion publique et des médias, plus que des parents victimes, ou pas, mais en tout cas d'un drame certainement, qu'il est censé protéger. Qu'on me donne toutes les bandes. Je passerai le reste de ma vie à chercher. Savez-vous que l'auteur de l'usage de cette carte bleue a été identifié et interpellé? Il n'y avait pas d'eau dans les poumons, pas d'eau au niveau du cœur. Donc, pour moi, c'est pas une noyade. Il avait un coup au niveau de la tempe et il saignait du nez. On veut juste une réponse sincère, faite par des enquêteurs qui font leur boulot. Ah, il a été drogué. J'affirme, il a été drogué. Je serai un peu plus à la recherche de la justice parce que la vérité, je commence à me demander si on pourra l'obtenir un jour. Valentin, Maxime, Vincent, Julien, Nicolas. Des prénoms qui s'égrènent sur une liste maudite qui hante les bords de la Garonne. À Bordeaux, en moins d'1 an, 6 jeunes garçons disparaissent mystérieusement après une soirée alcoolisée entre amis. Quelques jours plus tard, leurs corps sont tous retrouvés dans la Garonne. Mais ces affaires ont des précédents. Les premiers cas vont tenailler la Bretagne, la Normandie et le Nord, en 2009. L'année suivante, 4 noyés succèdent dans l'est de la France. En 2011, les noyades se détournent mystérieusement vers Lille, où 6 jeunes étudiants sont retrouvés dans la Deule, le canal fluvial qui encercle la citadelle du centre-ville. La même année, ce sont Grégoire et Rémi qui disparaissent au même endroit, à Nantes, à une journée d'intervalle. Puis, c'est au tour de Toulouse, avec 2 noyés. Latte dans le Languedoc et enfin Bordeaux, avec ses 6 noyés. Alors que penser de ces affaires? Les autorités judiciaires qui privilégient la thèse de l'accident restent très discrètes, générant les rumeurs les plus folles, comme le trafic d'organes. Mais c'est la théorie du serial pousseur qui va prendre le plus d'ampleur, notamment à Lille et à Bordeaux, où les noyades se sont succédées. À Bordeaux, une famille est brisée par la mort de leur fils unique. En mars 2012, Vincent Zeka, 19 ans, disparaît sans laisser de traces. Ses parents, Sylvie et Laurent, ne s'en remettent pas, mais très vite, leur courage et leur détermination vont prendre le dessus, car ils veulent comprendre. Vincent, un étudiant en droit sans histoire, finance ses études en travaillant à mi-temps. Dans la nuit du 3 au 4 mars dernier, il va dîner avec ses collègues de travail. En rentrant chez lui, il se fait voler sa carte bleue, se perd dans les rues du centre-ville et disparaît. Son corps sera repêché dans la Garonne 23 jours plus tard. Laurent Zeka est le papa de Vincent. On se rend compte effectivement que la totalité des jeunes qui ont été retrouvés noyés dans la Garonne ou dans la Deule
ou en fait les noyés de France, parce qu'il y a une liste qui est assez conséquente. Et on retrouve toujours dans tous ces cas-là des enfants isolés qui finissent par se noyer. À Bordeaux, les dates de disparition se succèdent et on peut imaginer une loi des séries. C'est toujours des dates qui se suivent et qui se suivent relativement proches. Moi, je trouve ça impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a une série et ça s'arrête. Alors, on a parlé de loi des séries pour Bordeaux. Moi, je ne crois pas à la loi des séries, mais par contre, là, il y a une vraie loi des séries dans les noyés sur la carte de France. Sur Bordeaux, c'est pas possible qu'il y en ait 6 d'affilée dans une loi des séries en moins d'un an. Cette série de noyades est un traumatisme pour les Bordelais et pour les familles des 70 000 étudiants inscrits ici. On sait que la première noyade en décembre 2011 était accidentelle. Des témoins ont tout vu. Mais les autres? Pour Jean-Louis David, premier adjoint au maire de Bordeaux, il n'y a qu'une explication. Le dénominateur commun des drames en question, qui se sont tous terminés dans la Garonne par une noyade, c'est de jeunes étudiants, ou jeunes tout court d'ailleurs, pas forcément étudiants, très alcoolisés, hyper alcoolisés, qui se retrouvent dans un état d'inconscience, on va dire, au petit matin, et qui, à partir de là, de manière plus ou moins différente d'ailleurs, engendrent la balustrade et sautent dans la Garonne. Cette théorie est trop simpliste pour le père de Vincent. Donc, nous avons eu des doutes sur la thèse de l'accident parce que justement, a été dit d'entrée accident. Voilà. Mais Hubert Végel, le préfet adjoint à la sécurité, est lui sans appel. Il apparaît clairement que ces jeunes, à un moment donné, au moment crucial, se sont retrouvés tout seuls et n'étant plus en capacité de raisonner, de choisir leur chemin, étant même poussés à aller au-delà de la limite que constitue une barrière en l'escaladant et en se jetant à l'eau. Il est vrai que tous les soirs, le centre-ville est très fréquenté par de jeunes fêtards, plutôt alcoolisés. Déjà, rien qu'avec le fait qu'il y ait eu un vol physique de sa carte bleue, je ne peux pas accepter d'emblée l'accident. On dit accident, seulement voilà, le dossier de Vincent étant monté à la brigade criminelle, bon, si la criminelle d'entrée dit que c'est un accident, je vois pourquoi on a été à la brigade criminelle. Donc moi, tant qu'on ne va pas prouver que c'est effectivement un accident, pourquoi c'en est un? Bref, pour les autorités, ces noyades ont une cause et une seule, une hyperalcoolisation des jeunes. Un jeu qui consiste à se saouler en un temps record. On appelle ça le binge drinking. Pourtant, Vincent Zeka ne buvait pas. Il vivait avec Lauriane, sa petite amie. Le jeune couple venait de s'installer en ville et sortait peu, préférant passer ses soirées à la maison à lire ou à regarder des films. La maman de Vincent, qui a gardé ses réflexes d'inspecteur de police, veut comprendre. C'est l'enquête de sa vie. Et il y a des choses qui ne collent pas. C'est un cas atypique, il y a beaucoup plus d'éléments, il y a beaucoup plus de zones d'ombre. C'est son cas qui dérange. C'est un cas qui va peut-être amener à ce que ailleurs, en fouillant sur d'autres noyades, ça ne soit pas aussi simple que des soi-disant beuveries ou des choses comme ça. Victor Gioa est l'avocat marseillais des familles de victimes. Madame Zeka, elle est habituée à rechercher la vérité. Madame Zeka, c'est une spécialiste du crime. Et elle, heureusement pour elle, le réflexe professionnel de l'enquêteur prend le pas sur la souffrance de la mère qui est déchirée par la disparition de son fils. Et tout de suite, l'enquêteur qu'elle est va déceler les anomalies et les mettre en exergue. Madame Zeka n'imaginait certainement pas que sa formation de spécialiste du crime aboutirait un jour à mener l'enquête de sa vie. Et pourtant, c'est une réalité. Elle mobilise toute la puissance de sa formation républicaine au service de la disparition de son fils. Et elle met à notre disposition cette compétence. Pour comprendre ce qui s'est véritablement passé cette nuit-là, Sylvie Zeka demande à avoir accès aux images de vidéosurveillance du centre-ville de Bordeaux. La brigade qui traite ces affaires l'y autorise, mais elle n'aura le droit qu'à un seul et unique visionnage. Alors de caméra en caméra, elle observe Vincent en train de déambuler dans le centre-ville. À 21h30, Vincent dîne dans ce restaurant. Il y rejoint son patron,
ainsi que 12 autres collègues de travail. Son seul ami du boulot n'est pas là, alors pour passer le temps, il échange des SMS avec Lauriane, sa petite copine. Apparemment, il s'ennuie ferme. À 1h15 du matin, le petit groupe de convives sort du resto. Certains veulent prolonger la soirée. Vincent décide de les raccompagner jusqu'à leur voiture, garée dans un parking souterrain. Comme il l'a dit à son ami au téléphone, j'accompagne jusqu'à leur voiture les collègues qui vont en boîte. Et ça fait que d'ici 3/4 d'heure, je serai à la maison. Sauf que les témoignages nous précisent qu'il descend de ce parking et va parler à 3 jeunes qui auraient une voiture blanche. Et il discute 5-10 minutes avec eux. Vincent accoste ces jeunes pour leur demander une cigarette. Mais leur discussion s'éternise. Ses amis s'impatientent et s'en vont. Vers 2h moins le quart, Vincent sort enfin du parking. En théorie, il doit maintenant rentrer chez lui, mais on le voit aborder un autre groupe de jeunes sur la place. Sur les caméras, je vois un Vincent qui est un petit peu euphorique. J'ai l'impression qu'il titube un peu, qu'il va vers un groupe de personnes à la sortie du parking. Ils parlent ensemble, après il s'en va, et puis après, Vincent part à l'opposé de chez lui. À cet endroit, Vincent se trouve à 7 minutes à pied de son domicile, mais contre toute attente, il prend la direction opposée et marche seul. Son état semble se détériorer à vue d'œil. Et après, je vois Vincent, il ne marche plus du tout pareil. C'est que Vincent, il y a une transformation. C'est que Vincent, il a fini de tituber. Vincent est raide. Vincent est droit. On voit notre enfant se transformer complètement, devenir un véritable robot. C'est-à-dire qu'il avait une tenue raide, pas une tenue d'une personne alcoolisée, un regard fixe, hagard, lointain, éperdu, désorienté, déboussolé, puisque cherchant son chemin, il est parti à l'opposé. Vincent se dirige vers un bar-restaurant. Si bientôt l'heure de la fermeture, les derniers clients finissent leur verre en terrasse. Vincent leur demande une cigarette et fait tomber son briquet que son père lui a offert. Et là, impossible pour lui de le ramasser. Dieu sait que là, il est tôt dans la soirée. Il est à peu près 2h15, ce restaurant ferme. Et Vincent ne peut pas ramasser son briquet. Il n'arrive pas à plier les jambes. Vincent est raide. Il marche droit après. Quelqu'un le remet sur ce chemin après ça. Nadine Guyot-Touzeau est profiler. Elle analyse les comportements des personnes dans des enquêtes criminelles. Elle a travaillé sur le dossier avec Sylvie et s'est jointe à l'enquête. Il est allé dans la direction de la rue Sainte-Catherine. Vincent s'enfonçait dans le noir en allant vers la rue Sainte-Catherine. C'est très important à noter, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus rien du tout. Vincent poursuit son chemin, mais sur les images de vidéosurveillance, on voit un homme portant un caban noir lui emboîter le pas. Il est alors 2h20 du matin. Là, je le vois, il est accompagné de quelqu'un qui se met un peu à l'écart de lui, comme si Vincent l'embêtait, mais comme s'il n'était pas tout à fait avec lui, parce qu'il y a aussi des caméras. Arrivé rue Sainte-Catherine, Vincent sait qu'au bout de cette rue très éclairée se trouve son appartement. C'est la grande rue commerçante de Bordeaux. Il y a toujours du monde. Et pourtant, Vincent prend une autre direction. Cette personne a une démarche assez altière, assez sportive, calme. Il est plutôt invisible. On ne le voit pas, en fait. En gros, on ne le voit pas. On voit que sur le dos. À un moment donné, il tourne sans explication sur la gauche avec cette personne-là. On ne sait pas exactement ce qui va se passer pour Vincent. Et ils disparaissent tous les deux dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a une autre caméra où Vincent est censé passer, mais l'autre aussi est censé y passer. Et Vincent a disparu à ce moment-là. À partir du moment où Vincent quitte la rue Sainte-Catherine, Sylvie perd sa trace pendant 45 minutes. 45 minutes durant lesquelles un retrait d'argent est effectué avec la carte bleue de Vincent dans un distributeur situé à seulement 10 minutes de là où l'on a perdu sa trace. On sait qu'à 2h48, sa carte bleue a été utilisée, son compte a été vidé. Donc son code confidentiel a été pris. L'homme au manteau sombre que l'on distingue sur les images près de Vincent s'arrange pour que son visage ne soit jamais filmé. On sait d'autre part que le retrait a été effectué dans un distributeur qui n'a pas de caméra. Du coup, on se dit on a affaire à des gens organisés. En tout cas, c'est ce que pense Sylvie.
Des témoins que nous avons retrouvés ici à Bordeaux et qui souhaitent rester anonymes ont vécu le même genre de mésaventure dans ces rues sombres alors qu'ils sortaient de bars ou de boîtes légèrement éméchées. Un couple, par exemple, a réussi à leur subtiliser leurs cartes et leurs codes confidentiels et leur compte a été vidé par la suite. Vincent, affolé, aurait ensuite traversé le boulevard avant de s'écrouler sur un trottoir, peut-être pour se cacher de ses poursuivants. Il est mal en point. C'est ici, devant cette porte, que Vincent va s'échouer, malade, dans un état très inquiétant. Il est retrouvé par un couple qui vit dans cette rue. Il est 3h15 du matin. Malgré leurs assurances, ce couple va laisser tomber Vincent. Qu'est-ce qu'il faut penser d'eux? Ce couple a pourtant répondu au téléphone de Vincent. À l'autre bout du fil, Lauriane, sa compagne, morte d'inquiétude, ne cesse d'essayer de joindre Vincent. Et là, c'est une femme qui m'a répondu et qui m'a dit que Vincent était très mal, qu'il était couché devant chez elle, qu'il allait vraiment pas bien. Je lui ai demandé où est-ce que c'était. Elle m'a dit place Fernand-Lafargue. Et le couple prend le portable, décroche et dit quelque chose qui est assez surprenant. Il n'y a pas le côté de dire « écoutez, excusez-moi, je me permets de prendre le portable ». Non, c'est plutôt « il n'est pas bien, est-ce que vous le connaissez ?» Et ça, en tant que profiler, c'est assez étrange. C'est une attitude qui est particulière. Elle m'a dit qu'ils allaient se débrouiller pour essayer de le ramener. Et elle a raccroché, et du coup, j'ai pas eu le temps d'en demander plus. Du coup, j'ai essayé de rappeler, au début, ça répondait pas. Et au bout de 20 minutes, elle a de nouveau, un peu moins de 20 minutes, elle a redécroché, et elle m'a demandé tout de suite où est-ce qu'on habitait. Et donc, je lui ai donné l'adresse, et elle m'a dit « ah, mais il nous emmène pas du tout dans le bon sens, ça va pas », et elle a raccroché. Enfin, elle a mis le téléphone dans la poche de Vincent. Le couple ne ramènera jamais Vincent, le laissera seul, dans la rue. Le couple semble vouloir aider sans vraiment aider, puisqu'il propose éventuellement de le ramener chez eux une fois que Lauriane avait demandé aussi si on pouvait le mettre au taxi, ils n'ont pas voulu. Donc ils proposent, Lauriane propose un point de rencontre juste en bas de chez eux. Finalement, ils disent que c'est trop loin, alors qu'ils disent qu'ils habitaient près de leur immeuble, Vincent était près de l'immeuble, et que ça les emmène dans une autre direction. Or, là où était Vincent et l'adresse qu'indiquait Lauriane, il y a 10 minutes. L'homme déclarera plus tard aux policiers que Vincent est parti en courant et qu'il n'a pas pu le rattraper. C'est une des chances en moins que Vincent a eu de pouvoir revenir en vie chez lui. Il est 3h40 du matin quand Sylvie Zeka arrive à identifier à nouveau son fils sur les images de vidéosurveillance. J'ai vu Vincent courir un peu, en se retournant apeuré. Peut-être l'autre courait derrière lui, à un moment. Mais peut-être qu'il le fuyait. Pourquoi? Est-ce que les gens lui avaient fait du mal? Il s'est senti agressé. L'attitude des gens qu'il a rencontrés n'y ont pas aidé. Parce qu'ils n'ont rien fait pour l'aider. Ils ont prétendu, mais ils n'ont absolument rien fait. Vincent est de plus en plus désorienté et il se trompe encore de chemin. Il se dirige maintenant vers les quais de Bordeaux. Le voilà qui arrive à la porte Bir Hakeim. Et là, il s'allonge et il s'endort. Toujours dans le même objectif, ne me touchez pas, je veux rester protégé, j'ai confiance en personne, j'ai peur, je veux rentrer chez moi. D'ailleurs, il disait tout le temps, je veux rentrer chez moi. Et il était sur les bords de la Garonne. Sauf que, il était très loin de la Garonne. C'est très très large cet endroit-là. Et il avait extrêmement mal au ventre. Donc il était plié, il avait les membres moins tendus, mais surtout un faciès extrêmement fatigué et 2 genoux blessés. Il est maintenant 4h15 du matin et un deuxième couple s'approche de Vincent. Et un couple s'est arrêté, il dormait, l'a réveillé, l'a levé, l'a filmé. Et puis d'un seul coup, ils sont partis. Ils ont laissé Vincent, ils l'ont laissé comme ça, repartir à sa dérive, alors que Vincent, à ce moment-là même, s'est mis à vomir devant eux une fois de plus. Ils sont partis en le laissant, voilà, tout simplement. Pendant ce temps-là, Lauriane sort de l'immeuble et attend le taxi, qui ne viendra jamais. Même le temps où j'attendais devant l'appartement, je continuais à appeler. Mais au bout d'un moment, ça tombait directement sur la messagerie. Donc là, ça m'inquiétait encore plus parce que je comprenais vraiment pas. Là, j'avais plus aucun moyen de le joindre.
Vincent ne répondra plus. Vers 5h moins 10, il marche en direction de la place de la Bourse, à 50 mètres de là. Sur le quai Richelieu, une caméra de la ville le filme. Il est plié de douleur. Il est seul. Arrivé sur la place, le mystère s'épaissit. Vincent enlève son blouson qu'il accroche à un poteau sans que personne ne le voie. Et pourtant, il y a du monde ce soir-là. Une personne qui promenait son chien, l'autre qui, tous les dimanches matins à cette heure-là, faisait du vélo, qui nous avait dit non, à 5h30. Il y avait du monde, mais ce garçon, on l'aurait remarqué. On savait qu'à 5h30, de toute façon, Vincent, il n'était plus sur la place. Et c'était l'heure exacte où il y avait déjà son blouson, son écharpe, son iPhone et ses papiers restés accrochés sur une barrière. Que s'est-il passé ? Vincent s'est littéralement volatilisé, son blouson d'abord, auquel il tenait par-dessus tout. Et puis comment expliquer qu'avec une température de 4 degrés, il choisisse de rester en t-shirt ? Son téléphone ensuite, pourquoi le laisser là ? Et puis comment expliquer que personne ne l'ait vu ? Les enquêteurs n'iront pas chercher plus loin. Mon fils était au milieu de ce monde-là et personne ne l'a vu. C'est-à-dire qu'il était absorbé par miracle. Je ne comprends pas. Pareil, là, que le procureur ne se pose pas de questions. Un blouson avec un téléphone, dernier cri dans la poche, les papiers d'identité posés sur une barrière, près d'une route à fort passage au niveau d'un feu rouge. La première chose que j'ai dit, c'est une voiture qui l'a pris. Pendant 23 jours, Sylvie et Laurent vont tout faire pour retrouver Vincent. On s'est servi de tous les moyens à notre disposition pour retrouver Vincent. Vraiment tous les moyens. Sur le terrain, j'ai écumé les bars, tous les commerçants, les poubelles, je les ai ouvertes. Et je tremblais en ouvrant des gros containers. Je tremblais en ayant peur de voir son corps. Mais bon, c'était... Mais bien sûr, je l'ai fait. Des avis de recherche sont distribués dans toute la ville. Le samedi, entre la nuit samedi et dimanche, sur la place de la Bourse, où là, nous avons encore donné des affiches. Nous avons arrêté toutes les voitures entre 3h et 7h du matin pour leur demander, avec les affiches, on avait mis des brassards, on avait pris la sécurité, pour leur demander s'ils avaient vu tel garçon. On a interpellé toutes les personnes qui passaient. Et le 27 mars 2012, plus de 3 semaines après la disparition de Vincent, les espoirs de la famille Zeka et de Lauriane s'écroulent. Le corps de Vincent est retrouvé en amont de la Garonne, à Bassins, le port de Bordeaux. Pour l'identifier, ses parents ne s'autoriseront à regarder que son tatouage. Au départ de ces affaires, la thèse accidentogène qui émerge immédiatement, et qu'il faut bien le dire, rassure tout le monde, mais surtout la municipalité, est la thèse qui a prévalu immédiatement. On peut le soutenir pour le premier cas, le premier décès. On peut tenter de le soutenir pour le second, le relever pour le troisième, le répéter pour le quatrième, venir le réexpliquer pour le cinquième. Mais convenez avec moi que l'accumulation des tragédies fait que le temps passé nous éloigne un peu plus de la thèse accidentogène et nous confronte à la thèse criminogène. La thèse de l'accident dans un contexte d'alcoolisation présumée, eh bien, se trouve confortée par ces indications. Donc, pour autant, néanmoins, et de façon à ce que les choses soient très approfondies, nous allons opérer ces expertises complémentaires. Même si les autorités judiciaires de Bordeaux campent toujours, et sans en démordre, sur la théorie d'une suite tragique d'accidents, 6 quand même, les familles des autres victimes ne vont pas en rester là. Elles vont déployer, comme Sylvie et Laurent, tous les moyens pour mener leur propre enquête, car les parents des victimes accourus à Bordeaux vont se heurter au mur du silence. On ne veut rien leur dire, c'est carrément secret défense, alors que quand même, il s'agit de leurs propres enfants. Aujourd'hui encore, aucun élément n'atteste que l'alcool soit le seul responsable de ces tragédies, malgré les effets d'annonce de la mairie. Plus curieux encore, les familles n'ont toujours pas eu accès aux résultats des autopsies et des expertises ordonnées par le parquet. Franchement, si on voulait leur cacher quelque chose, on s'y prendrait pas autrement. Ou j'y connais rien. C'est scandaleux de ne pas avoir accès à des résultats qui concernent notre enfant. Nous sommes des citoyens, nous sommes des contribuables, nous avons affaire à un service public et il n'y a pas d'autre mot, c'est scandaleux. Et je sais, c'est que nous sommes un grand nombre de personnes dans la même situation, dans les mêmes cas, de ne pas avoir accès à ces informations.
Depuis le 27 mars, le jour où nous avons retrouvé notre fils noyé dans la Garonne, nous avons une porte close. Et ça, c'est insupportable. Les Eka ne sont pas les seuls dans cette situation. Les parents de Valentin, de Maxime, de Julien et de Nicolas vont aussi se heurter au silence des autorités. Le 4 février 2012, un mois avant la noyade de Vincent, c'est un autre étudiant, Maxime Lebeau, qui disparaissait. Il était en 5e année d'une école de commerce et préparait son master. À l'époque, sa mère Geneviève, qui vit en Bretagne, se rend immédiatement à Bordeaux pour rechercher son fils. Nous sommes tous à la recherche ici de Maxime, mon fils, qui a disparu. Il était vendredi soir dans cette boîte de nuit, la plage. Il a disparu vers les 3 h du matin. Depuis, nous n'avons aucune nouvelle. Si quelqu'un pouvait, s'il avait vu, s'il l'avait rencontré, si vous avez une information, surtout n'hésitez pas, appelez-moi. Merci. Malgré son appel à témoins, Maxime restera introuvable. Alors Geneviève fouine, inspecte tous les recoins et fait méthodiquement le parcours de son fils. Le soir de sa disparition, Maxime est sorti avec un ami. Ils terminent leur soirée dans une boîte de nuit. Son blouson va rester au vestiaire tandis que Maxime, lui, se volatilise. L'ami sera retrouvé non loin de là par un cheminot errant sur la voie ferrée de la gare Saint-Jean. Il ne se souvient de rien, pas même d'avoir vu Maxime sortir de boîte. Le corps de Maxime sera retrouvé lui aussi à Bassins le 27 avril 2012, exactement un mois jour pour jour après la découverte de celui de Vincent. Quant à Julien Tessier, 25 ans, il disparaît le dernier samedi de mars 2012 alors qu'il fêtait son nouveau job. Sa sœur aînée, Carole, se met immédiatement à sa recherche. Elle sent qu'il lui est arrivé quelque chose. C'était un jeune homme sérieux qui vivait avec sa maman. S'il découchait, il la prévenait toujours. Carole retrouve sa voiture garée dans le centre-ville, au même endroit que la veille. Ce qui indique que Julien était suffisamment lucide pour ne pas prendre le volant. Car ce soir-là, Julien avait beaucoup bu. Des témoins l'ont croisé sur le pont de Pierre, son chemin pour rentrer, juste avant qu'il ne disparaisse. Le corps de Julien sera retrouvé le 9 mai 2012, sur la rive gauche de la Garonne, dans le centre-ville. Et comme pour Vincent, le couple avec qui Julien passait la soirée ne fera rien pour l'aider et va le laisser là, seul, alcoolisé. À l'époque, sa sœur, choquée par ce comportement, lance un appel. Il ne faut pas être indifférent, il faut alerter la sécurité, il faut appeler la police, il faut faire le 17. Il ne faut pas laisser les jeunes seuls comme ça, avec un taux d'alcoolémie très élevé dans la rue. Ces drames ont malgré tout des similitudes. Les victimes sont tous des garçons, sans histoire, qui rentrent chez eux après un soir de fête arrosé, dans ce même périmètre du centre-ville de Bordeaux. Ils sont seuls, ils sont ivres, n'ont pas de téléphone et n'ont pas d'argent. Mais surtout, et ça c'est dingue, personne ne les voit tomber dans la Garonne qui bouillonne là, juste en bas. Et pourtant, la police ne va pas aller chercher plus loin. Pour eux, circuler, il n'y a rien à voir. Le procureur va classer les affaires les unes après les autres, sans explication, sans un mot, sans même que les parents en soient informés. Pour les autorités de Bordeaux, il n'y a pas de doute. Tous ces jeunes hommes sont victimes d'une hyperalcoolisation. On sait bien qu'aujourd'hui, la jeunesse, dans bien des pays d'Europe, a besoin de se mettre dans un état d'alcoolisation et de suralcoolisation pour faire une bonne fête. Vincent n'est pas le seul noyé et ça fait à peu près 3 ans qu'on a retrouvé ces phénomènes sans explication qui ont été mis autour de ce qu'on appelle un terme anglo-saxon. Ça fait bien le binge drinking, alors que bon, c'est un phénomène qui existe depuis x années. Et je pense que là, en ce qui concerne Bordeaux et peut-être d'autres villes, c'est un phénomène qui dérange. Sauf qu'en ce qui concerne Vincent, il ne fait pas partie de ce groupe-là. S'entendre dire, alors qu'on est dans le deuil, que celui qui est mort était un alcoolique et un drogué mal élevé, ça ressemble à quoi? Alors qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, alors qu'on n'a pas les résultats d'autopsie, c'est proprement scandaleux. Je crois que si le devoir d'indignation existe, le devoir d'indignation doit s'appliquer à ce dossier. Selon Maître Gioa, l'avocat des familles, le problème est ailleurs. La mairie a immédiatement pris le parti de communiquer et de porter des solutions à la population. Je ne crois pas qu'il y ait de malice de la part de la municipalité, mais je pense qu'il y a une maladresse qui est déterminante et qui probablement nous a fait perdre beaucoup de preuves. C'était le temps du procureur, c'était le temps des enquêteurs, c'était le temps de la police, mais certainement pas celui de la politique.
Hein, 6 personnes en 10 mois qui ont disparu dans la Garonne. Bon, donc, contre toute attente, Alain Juppé, le maire de Bordeaux, entre en scène pendant un conseil municipal. Notre responsabilité. Il ne s'agit pas de dire que c'est le maire de Bordeaux qui... Mais quand même, vous avez un certain nombre de pouvoirs, vous aussi. Hein. Quand même quoi? Quand même quoi? Quand même quoi? Qu'est-ce que vous me reprochez, monsieur Respo, là-dedans? Vous me reprochez d'être responsable de la noyade de ces jeunes gens? Absolument. Comment? Alors pourquoi vous dites mais? Pourquoi dites mais il faut mettre en cause le maire de Bordeaux? Allez jusqu'au bout de votre interprétation et de votre ignominie. Je n'ai pas peur du mot. Vous êtes en train de transformer cela. Insupportable. Insupportable. Mais alors? C'est vous qui êtes insupportable. Voilà. Insupportable. Si vous voulez la guerre, vous allez avoir la guerre. Je vous en prie, taisez-vous. On aura donc compris que le but du jeu, c'était la déclaration de guerre. Non, la déclaration de guerre a été faite par vous. N'inversez pas les choses, hein. Le lendemain, Alain Juppé fait une déclaration à la radio qui va scandaliser les familles des noyés. Avec Loïs Clément. Il est normal, face à ce genre de drame, que tous les fantasmes se répandent. Aucune de ces autopsies n'a mis en évidence de prélèvement d'organes, dans aucun cas, ni de coups sur les corps. Et donc, il s'agissait, dans la majorité des cas, d'une suralcoolisation et également d'une consommation de drogue importante. Donc voilà la vérité, hein. C'est quand même étonnant d'entendre Alain Juppé s'exprimer sur une affaire judiciaire en cours. C'est plutôt au procureur de la République de le faire. Mais M. Laplot n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'entretien. Le ministère public doit s'expliquer et doit nous expliquer pourquoi ce traitement. Le ministère public ne nous reçoit pas. Par contre, nous étions invités à la mairie pour participer à un colloque sur les premières assises européennes de l'alcoolisme juvénile. Mais de qui se moque-t-on ? Lorsqu'on vient nous expliquer que la mairie organise un colloque et que Mme Zeka est reçue par le maire. Quel honneur! Mme Zeka, elle ne veut pas le maire. Mme Zeka, elle ne veut pas avoir les honneurs de la mairie. Elle veut juste avoir les faveurs de la justice, ce qu'on lui refuse. Alors effectivement, lorsque nous nous présentons au palais de justice, nous sommes malmenés, nous sommes maltraités, nous sommes humiliés par une porte fermée. Et ça, c'est inadmissible. On a besoin de réponses. Et aujourd'hui, la justice ne veut pas les rendre. Alors, les raisons, ça, c'est un grand point d'interrogation. Il y a une recherche de la vérité, mais je dirais que on est aussi un peu plus dans la recherche de la justice. Voilà, c'est ça. Je serais un peu plus dans la recherche de la justice parce que la vérité, je commence à me demander si on pourra l'obtenir un jour. Sans même avertir Sylvie et Laurent, le parquet classe l'affaire. Le couple est déconcerté. Les bruits de couloir nous ont dit que l'affaire avait été classée. Bon, les bruits de couloir et la police judiciaire, quand nous sommes allés les rencontrer, nous a clairement dit que notre dossier était déjà bien classé depuis un moment. L'affaire a effectivement été classée. Je note quand même que le ministère public l'a expliqué aux journalistes avant de l'expliquer aux parents. Encore une fois, je suis stupéfait. C'est un ministère public qui s'inquiète de l'opinion publique et des médias, plus que des parents victimes, ou pas, mais en tout cas d'un drame certainement, qu'il est censé protéger. Donc le procureur classe, et nous constituons partie civile. Au départ pour Mme Zeka, et maintenant pour une autre partie civile. Difficile d'enquêter sur les disparus de la Garonne sans penser à leurs alter-ego de Lille, ceux qui ont disparu dans la Deule. Là-bas, 2 informations judiciaires ont été ouvertes par le parquet, ici aucune. Mais à Lille comme à Bordeaux, parmi la population, un même terme désigne un tueur solitaire et sans mobile, le serial pousseur. Lille et son beffroi qui domine la ville, ses friteries, ses universités et la Deule, une des plus anciennes voies d'eau du Nord. Ce canal encercle la citadelle à 2 pas du vieux Lille et ses berges regorgent de promeneurs. Large d'une dizaine de mètres, la Deule n'a rien du fleuve tumultueux qu'est la Garonne. Pourtant, en 2011, 6 jeunes étudiants s'y sont noyés, sans que l'on puisse encore expliquer ces drames. C'est le cas de Lloyd Andrieux. Il n'a que 19 ans quand il disparaît, le 23 septembre 2011, à 2 pas de la Cato, l'université catholique de Lille, qu'il venait d'intégrer. Lloyd était un garçon sans histoire. Sa mère, Marie, préfère rester anonyme, pour des raisons personnelles. Il était jovial, il était serviable. Il aimait avoir ses amis à côté. Il aimait faire du sport, rendre service. Il avait le cœur sur la main.
Et il était à la Cato à Lille, donc il faisait médiaculture et communication. Il avait vraiment trouvé ce qu'il voulait faire. Nous sommes un jeudi soir et Lloyd sort avec des camarades de classe. Mais il ne veut pas se coucher tard car il a cours le lendemain. Peu après minuit, ses copains se séparent, chacun prend son chemin. Lloyd rentre seul et on perd sa trace au bord de la Deûle. Il avait un peu peur, quoi. Il appréhendait quand même d'aller se promener là-bas. Il y allait pas. Si bien, 15 jours avant, il avait encore dit « Je ne vais jamais par là, même en plein jour ». Même ses amis, sa copine Marie, elle me dit toujours « Il n'aurait jamais été par là tout seul. Jamais pu. En pleine nuit, sérieusement. S'il n'y allait pas en plein jour, il n'y allait pas en pleine nuit. » Autre fait troublant, son téléphone, qui n'a jamais été retrouvé. Ce téléphone est utilisé par un inconnu au moment de sa disparition. Il n'était pas tout seul puisque son téléphone a marché et il y avait quelqu'un qui a téléphoné à un de ses amis sur Facebook en disant « Ton pote n'est pas bien, qu'est-ce que je fais ?» Et il a fait « Appelle les pompiers », mais rien de plus. Ça a raccroché et rien de plus. Plus de téléphone. Et, son copain dit qu'il a essayé d'appeler tout le temps. Et pas de nouvelles, ça décrochait plus, il n'y avait plus rien du tout et il n'y a pas eu d'appel de passer aux pompiers. 4 jours plus tard, un corps sera retrouvé flottant dans la Deûle, près de l'Esplanade, l'endroit exact où a été passé ce dernier appel. Pour moi, c'était où les Thomas Ducrot, Jean-Annie et Jean-Marie Adec, ils étaient décédés et je me suis dit, bon, peut-être qu'avec un peu de chance, mais au fond de moi... Pendant près d'1 an, la famille est confrontée au silence du système judiciaire. Mais en septembre 2012, Marie est convoquée à la PJ et là, coup de théâtre. La police m'a convoquée début septembre pour me dire que le téléphone avait fonctionné au mois de mars de cette année 2012. Là, ça faisait déjà 6 mois qu'il était enterré. Son téléphone a fonctionné. Donc la personne qui avait le téléphone a cherché à joindre certains numéros. Moi, ils m'ont dit qu'il avait cherché à me joindre 3 fois le 3 mars entre 20h, on va dire 20h20 et 20h40. Donc ils disent que le téléphone est encore en circulation. Mais ils pensent qu'il est dans le Vieux-Lille, mais ils ne peuvent pas me définir exactement où. Ce rebondissement capital ne donnera rien. Les policiers retracent alors les dernières heures de Lloyd. À ce qui paraît, Lloyd serait sorti au Seven pour aller boire quelques verres. Alors après, d'après les témoignages, on l'aurait vu en train de danser, chose qu'il ne faisait, à mon avis, jamais. Donc un peu étonnant. Complètement ivre, complètement déjanté. Après, il y a des gens qui l'auraient vu le long de la Deûle, en train de courir, en train de se sauver comme s'il y avait quelqu'un qui le poursuivait. Il y en a d'autres qui l'ont vu, quai du Vau, assis en train de dormir sur un mur. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Après, plus de traces. Comment un jeune homme qui savait nager a-t-il pu se noyer? Et puis, il ne fait pas si froid au mois de septembre, dans le Nord. Fin septembre 2011, il faisait hyper chaud. La police m'a dit qu'elle devait être aux environs 17-18 degrés. Donc c'est pas chaud, mais c'est pas froid non plus, quoi. C'est la température de la mer du Nord en plein été. Un constat incompatible avec les résultats de l'autopsie. Il n'y avait pas d'eau dans les poumons, pas d'eau au niveau du cœur. Donc pour moi, c'est pas une noyade. Pour eux, ils disent que ça peut être une noyade blanche. Donc je sais pas. 2 possibilités donc. Soit Lloyd est mort d'un malaise en entrant dans l'eau, soit il était déjà mort avant de se noyer. Et la deuxième option semble la plus probable. J'ai vu 2 photos. Alors, il avait un coup au niveau de la tempe et il saignait du nez. Même si la police continue d'enquêter, de nombreuses questions vont rester sans réponse. Mais sérieusement, je me pose les questions. À savoir s'il était tout seul, s'il a été drogué, si on l'a tué avant, si on l'a pas malmené, frappé, si on l'a pas poussé dans l'eau volontairement. Mais comme il n'y avait pas d'eau dans les poumons, je ne sais pas si c'est possible. Mais franchement, j'aimerais avoir une réponse. Même si ce n'est pas celle à laquelle je m'attends, mais j'aimerais bien avoir une réponse. Encore aujourd'hui, les autorités lilloises privilégient la thèse de l'accident. Mais à Lille, comme à Bordeaux, les vols de cartes bleues et de portables restent inexpliqués. C'est étrange toutes ces similitudes, le mode opératoire, les circonstances de disparition, et dans les 2 villes, des enquêtes qui n'avancent pas. Il y a matière à s'interroger,
Et il y a matière à mettre en marche une police qui, jusqu'à présent, fait plus que traîner des pieds, mais résiste. Le parquet considère qu'il n'y a pas d'enquête, qu'il n'y a plus d'enquête. Ces familles sont en droit d'avoir une véritable enquête. Et tout le monde en a besoin. Donc aujourd'hui, on ne veut rien de plus que la vérité. Ça n'est pas une chasse aux sorcières. On ne veut pas nécessairement un criminel. On veut juste une réponse sincère, faite par des enquêteurs qui font leur boulot. Travail qui n'a pas commencé. Pourtant, le préfet adjoint de Bordeaux va nous expliquer le contraire. Est-ce que vous pensez que vous avez mis les moyens nécessaires sur une histoire comme ça, quand même si jeune Mais tous les moyens techniques, scientifiques ont été mis en place. Et je vous rappelle que la sûreté départementale a été saisie par l'autorité judiciaire, et c'est l'autorité judiciaire qui contrôle ces procédures et qui les dirige. Ce n'est pas au préfet délégué pour la défense et la sécurité de donner une appréciation sur ce point-là. Ce que je peux vous dire, c'est que les fonctionnaires de police de la sûreté départementale qui ont procédé à toute cette série d'enquêtes l'ont fait avec tout le sérieux nécessaire, avec l'appui de la police technique et scientifique et l'appui de leurs collègues spécialisés de la police judiciaire dans ce domaine de police scientifique. Entre les familles de noyés et les autorités, impossible de se comprendre. On leur explique qu'elles dérangent, qu'elles posent un problème et qu'elles posent des questions qu'elles n'ont pas à poser, alors qu'elles sont dans leurs droits et que c'est la police qui viole leurs droits. On n'a pas à lui cacher le rapport d'autopsie, on n'a pas à lui cacher le rapport d'enquête qui n'a commencé qu'après les investigations de la maman. La carte bleue de Vincent Zeka, on l'a vu, a été utilisée tôt dans la soirée pour vider son compte. Mais vers 6 h du matin, elle est à nouveau présentée dans un drive-in de Lormont. Là, le paiement est refusé. La carte bleue de Vincent a été rejetée pour un achat avec un montant spécifique. Dans la minute, une autre carte bleue, volée de la veille, a été utilisée. Là, elle est passée avec le même montant pour le même type de menu. Les personnes qui ont volé la carte bleue de Vincent ont donc aussi volé celle d'un adolescent qui finira à l'hôpital. Il se fait chauffer sa carte bleue, elle est utilisée, donc on se dit il y a peut-être une bande qui est spécialisée là-dedans, sur Bordeaux. Mais savez-vous, et là je ne trahis pas le secret d'une enquête, savez-vous que l'auteur de l'usage de cette carte bleue a été identifié et interpellé? C'est tout ce que je peux vous dire. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux... Il ne l'a pas poussé, on n'en est pas à ce sujet-là. Les parents de Vincent savaient que l'un des auteurs du vol de carte bleue avait été arrêté par la police en juin 2012. Mais à l'époque, son complice, lui, n'avait pas été identifié. À Lille, comme à Bordeaux, une question turlupine les familles. L'utilisation possible de drogue dite de soumission chimique. La victime se soumet parce qu'elle est dans un état demi-conscient. Sans cela, personne ne peut expliquer le changement d'attitude de Lloyd et de Vincent. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi est-ce que l'attitude de ce garçon qui souffre et qui va vers une destination tragique, qui n'est pas l'attitude d'un garçon qui est alcoolisé, mais probablement drogué, probablement empoisonné. Personne ne s'interroge de savoir ce qui a pu se passer. L'incohérence de la thèse au regard des preuves matérielles, ça ne choque personne. Pour les policiers, la drogue n'est pas une priorité dans l'enquête. Et quand on dit on verra plus tard l'absorption d'un produit illicite, vu la posture de Vincent, cette raideur, je ne vois pas d'autre solution. Non plus, mais et cette désorientation, je ne vois pas d'autre solution. Et je n'ai pas de résultat d'autopsie, sachant que même une autopsie ne peut pas toujours nous révéler, ça ne laisse pas beaucoup de traces, la drogue. Le docteur Delille est addictologue et directeur du Centre d'études et d'information sur la drogue à Bordeaux. Ce qui est très suivi actuellement, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de soumission chimique, c'est-à-dire où il peut y avoir une administration à son insu d'une substance faite par quelqu'un à des fins criminelles, effectivement, pour obtenir soit des prestations financières, carte bleue, de l'argent, etc., soit des prestations sexuelles avec des violences, et avec l'idée que l'intoxication par ces substances entraînera secondairement une amnésie,
Ce qui fait que la personne, en plus, ne se souvient plus de la personne qui était l'agresseur, en fait, son agresseur potentiel. L'autre particularité, c'est que souvent, comme ce sont des personnes qui, dans une première phase, peuvent donner l'impression d'être encore éveillées, en fait, c'est-à-dire qui ont perdu le contrôle volontaire sur leurs actes, mais qui sont apparemment éveillés, des témoins peuvent avoir le sentiment que quand les deux personnes sont parties ensemble, c'était dans le cadre d'une relation amicale. Le GHB est interdit en France, mais des laboratoires clandestins en fabriquent. C'est aussi un composant de certains solvants industriels. Son usage peut être détourné. Alors, si on entre vraiment dans la sphère des produits utilisés typiquement en soumission comme le GHB, là il y a un gros problème, parce que le GHB est une élimination extrêmement rapide et se transforme ensuite en principe qu'on peut retrouver à peu près chez tout le monde. Autant vous dire qui plus est, un certain nombre de victimes, notamment d'abus sexuels sous GHB, n'arrivent parfois dans les services hospitaliers que le lendemain, voire le surlendemain, quand elles étaient complètement ivres, à l'issue de l'affaire, dans les hôpitaux, ou les procédés aux examens cliniques, aux recherches de toxiques, mais qui peuvent rester négatives quand c'est des produits de ce style. Justement, à Bordeaux, le problème se pose. On sait bien que ça existe. Et on sait bien quelle est la nature du danger par rapport à ça. Quand vous parlez avec les responsables des universités, ils vous disent « Oui, nous avons des jeunes filles qui reviennent nous voir le lendemain de soirées, de fêtes et autres, en disant « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé hier soir, mais aujourd'hui, je sais que probablement j'ai été violée, etc. etc. » Ça existe et l'université prend ces choses-là en main. Elle prévient les étudiants. Et ensuite, par rapport aux substances dont vous parlez, le préfet et les moyens qui lui sont dévolus est particulièrement attentif sur ce sujet. Particulièrement attentif. Vous parliez à l'instant de drogue. Il y a également une rumeur qui dit que certains d'entre eux auraient été drogués de façon à être par la suite dépouillés. Vous savez, des drogues un peu comme la drogue du viol, mais là, pas pour les violer, pour les dépouiller. Et ensuite, on se débarrasse d'eux en les jetant dans la Garonne. Oui, vous savez que dans toutes ces affaires, ça a été la rumeur de Nantes il y a quelques années, ça a été une rumeur équivalente à Lille, parfois aussi à Paris. Tout ça fait partie de la rumeur, mais rien n'est démontré dans ce sens-là. Et au contraire, même, l'inverse est démontré formellement dans les enquêtes qui ont été menées ici. Pourtant, à propos de Vincent, Nadine Guyot-Touzeau est plus catégorique. Ah, il a été drogué. J'affirme, il a été drogué. Probablement, je le mets à 90% à la sortie du parking. Ça s'est passé dans cet environnement-là. C'est certain. Il avait des jambes raides. L'alcool ne provoque pas des jambes raides. Quand il a essayé de chercher son Zippo, qui était au sol, je reviens sur le bar Le Boucher, j'ai été auditionnée, et la personne au niveau du bar qui est un des témoins, et le témoin qui a ramassé son Zippo. Donc ils étaient tous les deux au même endroit. Les deux m'ont certifié qu'il avait les membres raides, surtout ses jambes, les bras aussi. Quand vous êtes ivre, vous vous penchez rarement parce que vous tombez tout de suite. Et puis vous avez les jambes qui flanchent. Enfin, les gens sous ivresse, on les voit plutôt comme ça. Là, c'était pas le cas du tout. Même s'il avait bu quelques verres, il n'était absolument pas ivre. Et il avait les yeux rouges. On ne saura sans doute jamais si Vincent a été drogué. Serions-nous en présence du crime parfait, les noyades qui passeraient pour des accidents, et le séjour des corps dans l'eau, lui, qui effacerait toutes les traces? Les parents de Vincent sont bien décidés à ne pas en rester là. Les espoirs que nous avons aujourd'hui, c'est que l'instruction soit ouverte par le biais de notre seconde plainte, mais qui nous donne accès au dossier, les résultats d'autopsie. Je dis les parce qu'il y a eu expertise et contre-expertise demandée par le procureur. Ensuite, les voleurs de la carte bleue. Ensuite, tous ces gens qui sont intervenus sans intervenir, est-ce qu'ils sont... il y en a que je peux comprendre, mais il y en a d'autres, est-ce qu'ils n'ont pas joué un rôle ou quoi que ce soit? On peut se poser toutes les questions dans cette affaire. Des questions que Sylvie et Laurence se posent encore pour comprendre ce qui est arrivé à leur fils Vincent dans la nuit du 3 au 4 mars 2012 à Bordeaux. Alors que dire? Eh bien dire que nous espérons qu'un jour, les familles des victimes pourront enfin avoir les informations qu'elles réclament depuis si longtemps afin de savoir la vérité, afin de faire leur deuil.
et que pour le cas de Vincent et de Lloyd, ceux qui se sont servis de leur carte de crédit et de leur téléphone soient identifiés. Bonsoir.